Mesdames et messieurs, bonjour. Il est 15 h au Caire. J'ai le plaisir de vous présenter le journal en langue française sur la chaîne numéro 2 de la télévision égyptienne. On commence tout de suite avec les principaux titres. L'Égypte salue la signature par les gouvernements du Congo et du Rwanda d'une déclaration de principe sur la promotion de la paix et du développement économique. Plus de 250 000 personnes ont participé ce matin aux funérailles du pape français sur la place Saint-Pierre à Rome. Le mouvement palestinien Hamas se dit prêt à conclure un accord avec l'armée de l'occupation israélienne pour mettre fin à la guerre en cours. Et à la une de nos actualités, la République arabe d'Égypte a salué la signature par les gouvernements du Congo et de la République démocratique du Rwanda d'une déclaration de principe sur la promotion de la paix, de la stabilité et du développement économique dans l'est de la République démocratique du Congo. L'Égypte a souligné que cette étape renforce les chances d'instaurer la paix et la stabilité dans la région des Grands Lacs et sur l'ensemble du continent africain, saluant l'engagement des deux parties à œuvrer résolument en faveur du règlement pacifique des différends. L'Égypte a réaffirmé son soutien à tous les efforts visant à résoudre les conflits sur le continent africain de manière à contribuer à la sécurité et à la stabilité régionale et internationale. Le général de corps d'armée Mahmoud Fouad Abdgawed, commandant de l'armée de l'air, a tenu plusieurs réunions avec des responsables des forces armées tchèques pour discuter et consolider les aspects de coopération militaire et l'échange d'expertise entre les forces aériennes égyptiennes et tchèques. Au cours de cette visite, le commandant de l'armée de l'air s'est également entretenu avec le vice-ministre des Affaires étrangères de la République tchèque. La rencontre a porté sur la nécessité de renforcer les moyens du partenariat stratégique entre les forces aériennes des deux pays. Le Premier ministre Dr Moustapha Madbouli a affirmé le soutien ferme et clair de l'Égypte à la vision du président somalien visant à établir un État unifié et prospère, soulignant que l'Égypte s'est engagée et restera engagée aux côtés de la communauté internationale à soutenir la Somalie. Ceci est intervenu lors de la participation de Dr Madbouli au nom du président Abdel Fattah el-Sisi à la séance d'ouverture du sommet extraordinaire des pays contributeurs de troupes à la mission de l'Union africaine en Somalie, tenue à Entebbe, en Ouganda. En marge de sa participation au sommet africain, le Premier ministre Dr Moustapha Madbouli s'est entretenu avec le président ougandais Yoweri Museveni. Ce dernier a exprimé l'aspiration de son pays à renforcer sa coopération avec l'Égypte dans plusieurs domaines économiques. De son côté, le Premier ministre a indiqué que les relations entre les deux pays sont prêtes à connaître un saut qualitatif. Il a également affirmé la volonté de l'Égypte de coopérer avec ses partenaires du bassin du Nil et de contribuer au développement de leurs capacités. Le président Abdel Fattah el-Sisi a chargé Dr Oussama al-Azhari, ministre des Waqf, pour assister aux funérailles de sa sainteté le pape François, pape du Vatican. Environ 200 000 personnes ont participé ce matin aux funérailles du pape François sur la place Saint-Pierre à Rome. C'est ce qu'a indiqué le Vatican, citant les autorités compétentes. Plus de détails dans ce commentaire. Dans un communiqué publié par le ministère des Waqf, Dr Oussama al-Azhari a exprimé avec profonde tristesse ses condoléances suite au décès du pape François, décédé après une vie riche en contributions et en nobles efforts humanitaires. Il a également adressé ses sincères condoléances à l'Église catholique ainsi qu'à tous ses fidèles à travers le monde. Environ 200 000 personnes participent aux funérailles du pape François sur la place Saint-Pierre à Rome, selon le Vatican.
La préfecture de police avait auparavant indiqué qu'environ 150 000 personnes étaient présentes aux funérailles, dont quelques 50 000 sur la place Saint-Pierre. Le reste de la foule se massant à ses abords. Les cloches de Saint-Pierre ont sonné le glas avant le début de la cérémonie sur la place. Puis le cercueil du pape mort d'un AVC lundi à 88 ans a été transporté hors de la basilique où il a été accueilli par des applaudissements et installé devant l'autel où est célébrée la messe en plein air. Cette semaine, plus de 250 000 personnes ont patienté pendant des heures pour se recueillir devant la dépouille du chef de 1,4 milliard de catholiques exposé sous les arcs de la basilique Saint-Pierre. De par le monde, messes et veillées se tiennent en hommage au pontife dont le message porté bien au-delà des seuls catholiques. Passons au territoire palestinien où le mouvement palestinien Hamas est prêt à conclure un accord avec l'armée de l'occupation israélienne pour mettre fin à la guerre en cours. Selon un responsable du mouvement Hamas, l'accord prévoit la libération en une seule fois de tous les otages encore retenus à Gaza et une trêve de 5 ans avec Israël. Dans sa vision de l'accord global qu'il recherche, le mouvement Hamas demande un arrêt des hostilités, un retrait complet des troupes israéliennes, l'échange d'otages israéliens contre des prisonniers palestiniens et l'entrée d'aide humanitaire à Gaza. Israël, de son côté, réclame le retour de tous les otages et le désarmement du Hamas à Gaza. La défense civile palestinienne a fait état samedi de 4 morts et de plus de 30 personnes disparues sous les décombres après une frappe israélienne sur une maison au sud de la ville de Gaza. La frappe s'est produite à l'aube sur une maison familiale du quartier Al-Sabra, au sud de la ville de Gaza, dans le nord du territoire palestinien. Rompant une trêve de 2 mois, elle a repris le 18 mars son offensive dans la bande de Gaza avec l'objectif déclaré de forcer le Hamas à libérer les otages qui sont toujours retenus. Selon des chiffres publiés par le ministère de la Santé palestinien, au moins 2062 Palestiniens ont été tués depuis le 18 mars, ce qui porte à 51 439 le nombre de morts dans la bande de Gaza depuis le 7 octobre 2023. Toujours à Gaza, où 3 agences de l'ONU ont exhorté hier Israël à mettre fin à son blocus de toute aide humanitaire dans la bande de Gaza qui expose les habitants de la petite enclave à la famine, alors que l'armée israélienne a lancé un nouvel appel à évacuer des terres après 2 mois de trêve. Hier soir, l'armée israélienne a appelé les habitants de 3 zones de la ville de Gaza Nord à évacuer en prévision d'une frappe. Les forces de l'occupation israélienne ont arrêté 4 Palestiniens des villes d'Izna et Terkomia à l'ouest du gouvernorat d'Hébron. Des sources de sécurité ont rapporté que les forces d'occupation ont pris d'assaut les 2 villes, perquisitionné des dizaines de maisons et arrêté des dizaines de Palestiniens. Passons en Syrie où le chef de la diplomatie syrienne a appelé vendredi le Conseil de sécurité de l'ONU à faire pression sur Israël pour qu'il se retire de son pays. Lors de la première intervention au siège des Nations Unies, l'émissaire de l'ONU pour la Syrie, Geir Pedersen, a fait écho à plusieurs des préoccupations du chef de la diplomatie syrienne. Il a ainsi demandé un allègement supplémentaire des sanctions et dénoncé des violations israéliennes de la souveraineté territoriale de la Syrie, accusant Israël d'une approche agressive non justifiée au vu de l'espace diplomatique existant. L'armée israélienne a annoncé samedi avoir intercepté un nouveau missile tiré depuis le Yémen avant qu'il n'entre sur le territoire israélien. Selon la radio de l'armée israélienne, le missile intercepté dans la nuit est le 22e depuis cette date. Les États-Unis ont lancé le 15 mars une campagne de bombardement contre les rebelles au Yémen pour les contraindre à cesser leurs tirs.
L'Iran qui a repris aujourd'hui des pourparlers sur le nucléaire avec les États-Unis. Sous la médiation d'Oman, se dit prêt à prolonger les discussions si nécessaire. Les négociations portent sur des questions techniques et au niveau des experts, sur des détails. On peut donc s'attendre à ce que les discussions soient prolongées si nécessaire, a indiqué IRNA. Une session de pourparlers techniques est prévue en plus de négociations de haut rang menées par le chef de la diplomatie iranienne Abbas Araghchi et l'émissaire américain pour le Moyen-Orient Steve Witkoff. Ces pourparlers, sous médiation omanaise, font suite à des discussions indirectes qui se sont déjà tenues le 12 avril à Mascate, puis le 19 à Rome. Le secrétaire général de l'OTAN, Mark Rutte, a clôturé sa visite importante de 2 jours aux États-Unis, où il s'est entretenu avec de hauts responsables américains, y compris avec le président américain Donald Trump à la Maison-Blanche. Il a indiqué que les discussions étaient très fructueuses et avaient notamment porté sur le prochain sommet de l'OTAN qui se tiendra à La Haye le 24 et 25 juin prochain. Les discussions avaient également porté sur les initiatives menées actuellement pour que la guerre contre l'Ukraine trouve une fin juste et durable. Le chef de la diplomatie russe, Sergei Lavrov, a déclaré que Moscou n'a aucune intention de divulguer les détails des discussions en cours avec les États-Unis. Lors d'une conférence de presse, Lavrov a ajouté « Il y a plusieurs signes qui montrent que nous allons dans la bonne direction », louant Donald Trump comme probablement le seul dirigeant sur la planète qui reconnaît le besoin de s'attaquer aux causes profondes de la situation. D'autre part, un général de l'état-major de l'armée russe a été tué vendredi près de Moscou dans l'explosion d'une voiture. La Russie accusant des services secrets ukrainiens d'être à l'origine de cet attentat. La Corée du Nord a dévoilé un nouveau destroyer polyvalent doté, selon elle, des armes les plus puissante lors d'une cérémonie à laquelle a assisté le dirigeant Kim Jong-un. C'est ce qu'a annoncé aujourd'hui l'agence KCNA. Les experts pensent qu'il peut transporter tant de missiles mer-sol que mer-air. Le site américain spécialisé NK News juge probable qu'il puisse être équipé de missiles nucléaires tactiques à courte portée. Grâce à ce vaisseau qui doit entrer en service au début de l'an prochain, la marine nord-coréenne sera un maillon essentiel de défense nationale et un élément de la dissuasion nucléaire. C'est ce qu'a assuré Kim Jong-un, cité par KCNA. Les forces indiennes et pakistanaises ont échangé des tirs pour la 2e journée consécutive. C'est ce qu'a déclaré l'armée indienne aujourd'hui à la suite d'une attaque meurtrière au Cachemire que New Delhi impute à Islamabad. L'armée indienne a déclaré aujourd'hui que des tirs d'armes légères non provoqués ont été effectués par de nombreux postes de l'armée pakistanaise tout au long de la ligne du contrôle au Cachemire, frontière de facto entre les deux pays, dans la nuit de vendredi à samedi. Les forces indiennes ont réagi de manière appropriée en faisant usage d'armes légères, c'est ce qu'a déclaré l'armée dans un communiqué, précisant que ces tirs n'avaient fait aucune victime. Le Pakistan n'a pas confirmé les tirs de son côté. Le ton est monté entre l'Inde et le Pakistan de puissance nucléaire à la suite de la pire attaque contre des civils au Cachemire indien. Mardi, au moins 3 tireurs, selon la version indienne, ont ouvert le feu sur des touristes à Pahalgam, dont les contreforts de l'Himalaya, tuant 26 civils. Depuis l'attentat, le gouvernement ultranationaliste hindou de New Delhi pointe du doigt Islamabad qui en retour réclame des preuves. Tôt vendredi, les deux puissances nucléaires avaient déjà brièvement échangé des tirs. L'Inde a lancé une chasse à l'homme pour retrouver les auteurs de l'attentat et le Premier ministre indien Narendra Modi a promis jeudi que son pays les traquerait jusqu'au bout de la terre. Mercredi, l'Inde a ouvert le bal des sanctions avec la suspension d'un traité
sur le partage des eaux de l'Indus, la fermeture du principal poste frontière terrestre et l'expulsion de diplomates. À l'issue d'une rare réunion de son comité de la sécurité nationale, le Pakistan a riposté en appliquant à chaque sanction une mesure de réciprocité. L'armée indienne a détruit vendredi à l'explosif 2 maisons présentées comme appartenant aux familles des auteurs de l'attaque. Le Sénat pakistanais a, lui, voté à l'unanimité d'une résolution qui rejette les accusations infondées de l'Inde et prévient que le Pakistan est prêt à se défendre. Et en ce qui concerne le sport, FC Pyramids a réussi à se qualifier pour la finale de la Coupe de la Confédération africaine après avoir éliminé Orlando Pirates grâce à une performance impressionnante et une grande maîtrise de jeu. Les Égyptiens ont validé leur billet pour la grande finale et rêvent désormais d'un premier sacre continental. De l'autre côté, Al Ahly, le club le plus titré d'Afrique, a connu une grande désillusion en s'inclinant lors de sa demi-finale. Malgré leurs efforts, les joueurs d'Al Ahly n'ont pas réussi à surmonter leur adversaire et voient ainsi leur rêve des nouveaux trophées africains s'envoler. Les supporters égyptiens aussi, donc, entre la joie de voir Pyramids poursuivre l'aventure et la déception face à la sortie prématurée d'Al Ahly. Mesdames et messieurs, c'était la fin de notre journal. Je vous remercie infiniment pour votre suivi et attention.